Bonjour et bienvenue, vous écoutez À qui bat plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez le 50e épisode d'À qui bat plat podcast. Et oui, déjà 50 épisodes sont sortis depuis le lancement du podcast en 2023. J'ai du mal à y croire parfois, mais je suis tellement contente d'avoir osé réaliser ce podcast. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à écouter les épisodes et à me faire des retours. Merci infiniment, car cela me donne vraiment envie de continuer à vous partager des contenus de qualité. Merci également aux 25 invités qui m'ont fait confiance et sont venus discuter avec moi au micro d'À qui bat plat depuis bientôt 2 ans. Aujourd'hui, dans l'épisode 50 du podcast, nous allons parler de l'huile d'olive. Vous la connaissez tous, vous en consommez sûrement. Ici, en Occitanie, elle fait en tout cas partie des incontournables dans la cuisine. Et pourtant, que savez-vous vraiment de l'huile d'olive ? Quels sont les critères pour choisir une huile d'olive de qualité ? Quels sont les bienfaits de cet or vert pour notre santé ? C'est Alexis Munoz, élaïologue et producteur d'huile d'olive en Espagne et bientôt en France à côté de Carcassonne, qui va nous donner tous ses conseils pour bien choisir et bien consommer l'huile d'olive. L'huile d'olive, bienfaits, mythes et conseils d'experts, c'est tout de suite sur À qui bat plat podcast. Bonjour Alexis Munoz, je suis ravie de vous recevoir dans À qui bat plat podcast. Vous êtes franco-espagnol, producteur d'huile d'olive en Espagne et bientôt en France, et élaïologue, c'est-à-dire spécialiste de l'huile d'olive. D'où vous est venue cette envie de produire de l'huile d'olive ? Alors merci de me recevoir et le plaisir est largement partagé. Je suis élaïologue. Élaïologue, c'est l'étude, logos, de l'olive, donc l'univers de l'olive en général, pas que de l'huile. D'où me vient cette passion ? Je l'ai nourrie. Je ne suis ni fils d'agriculteur ni fils d'oléiculteur. C'est une passion que j'ai probablement, si on devait trouver une raison rationnelle, que je tiens probablement de ma grand-mère qui était une cuisinière espagnole et qui, c'est vrai, avait quelques ingrédients fétiches, duquel faisait partie l'huile d'olive. Et pendant que les petits-enfants français mangeaient des tartines, du beurre et de la confiture, moi tout petit, j'ai été biberonné avec du pain, ma tartine, de l'huile d'olive et du miel en hiver ou de la tomate triturée en été. Donc j'ai pour essayer de trouver quelque chose d'un peu sympa qui me raccroche à ça, mais c'est en tout cas une passion qui est devenue passion, qui ne l'était pas au début. J'ai toujours été très attiré par ce liquide, l'aspect visuel, la couleur, la texture, l'onctuosité, la viscosité. Donc le liquide me plaît beaucoup. J'adore la simplicité de cette transformation. Dans le monde du vin, vous avez une chimie, une transformation, une élaboration. Dans l'huile d'olive, on est juste des presseurs de fruits. Alors, c'est pas aussi simple que ça demande une expertise, mais j'aime bien cette notion de processus simple qui est de récolter un fruit et d'en extraire le liquide. Ça me plaît beaucoup. Et le dernier point, c'est la longévité d'un olivier. Je trouve que cet arbre est quand même assez incroyable. Il a connu les guerres, les tremblements de terre, les épidémies. Et c'est une culture qui date de très longtemps, à l'époque des Phéniciens, qui ont développé cette culture en Asie mineure, colportée par les Romains. Et chaque pays s'est approprié cet arbre en trouvant les souches, les variétés, les évolutions qui étaient résistantes au climat. Et c'est probablement un des arbres les plus résistants que nous ayons sur le système végétal de la planète. Donc j'ai développé cette attirance pour tous ces paramètres-là. Et ce n'est resté qu'une passion chez moi pendant quasiment de l'âge de 15-16 ans jusqu'à 35 ans où j'ai décidé d'en faire mon métier. Et d'ailleurs, je rebondis sur le côté de l'arbre, l'olivier, parce que en naturopathie, on utilise parfois les fleurs de Bach.
Et la fleur de bac olive, c'est notamment pour toutes les personnes qui sont en pré-burnout ou qui souffrent de burnout. Et je trouve ça super intéressant que vous puissiez justement rappeler le symbole aussi de cet arbre. Il y a peu de gens qui le savent, ça, vous êtes la première. Moi, je le suis il n'y a pas longtemps, par justement quelqu'un comme vous, qui n'était pas naturopathe, mais qui était quand même très ancré dans votre univers et qui me l'a appris il y a peut-être 3-4 ans. Et en effet, je sais que je suis assez attentif à ce genre de médecine douce, on va dire, naturelle. Et en effet, elle m'a expliqué que c'était contre l'anxiété, contre le stress, en fait. C'était la feuille qu'on oubliait. Il y a l'huile d'olive. Souvent, on utilise l'huile d'olive. On pense que l'huile d'olive est l'ingrédient un peu miracle, qu'on l'on met dans les crèmes pleines d'antioxydants, que l'on met... Bon, c'est pas complètement si simple que ça. Une bonne huile d'olive peut être très bonne pour la santé, on y viendra plus tard certainement, mais véritablement, ce qui est super intéressant, au-delà de l'huile d'olive, quand elle est bien faite, c'est la feuille de l'olivier, et c'est les eaux de végétation, les eaux d'extraction, puisque dans un fruit, il y a de la pulpe, il y a de la peau, il y a du noyau, il y a le corps gras qui se transforme vraiment à la fin du cycle de l'olive, et il y a surtout de l'eau. Et dans les eaux, il y a des eaux de végétation qui sont un peu noires, qui sont assez forts, qui sont extrêmement chargés d'antioxydants, beaucoup plus que la feuille de vigne, beaucoup plus que tout ingrédient, en tout cas naturel, que je connaisse autour de nous. Donc c'est souvent dans les coproduits, en tout cas pas dans les déchets, c'est pas des déchets, c'est des coproduits. C'est dans les coproduits de l'huile d'olive que l'on retrouve beaucoup de qualités qui sont inexploitées jusqu'à aujourd'hui. Sauf les feuilles, vous avez raison, dans les petites essences. Alors, seulement 4% de l'huile d'olive que l'on consomme en France, elle est produite sur le territoire. Ça, c'est une donnée que j'ai découverte en préparant cet épisode. C'est très peu. Et vous êtes justement à l'initiative de la création d'une filière oléicole à Carcassonne qui s'appelle le programme Nectar. Alors, pourquoi ce projet et quels sont ses objectifs ? Alors, les 4%, ils ont été établis. Vous comprenez que ça fait la filière qui existe, elle est en Provence principalement. Elle est composée de petits châteaux, on va dire ça comme ça. Il n'y a rien de négatif, c'est juste des petits producteurs qui vendent plutôt un produit français et provençal plutôt que de l'huile d'olive de qualité avec ses qualités intrinsèques. Les 4%, c'est l'année où on a fait beaucoup et où on a consommé pas trop. La réalité, c'est que c'est plutôt 2-2,5% de ce que nous consommons. C'est comme ça, c'est depuis très longtemps, on a déjà connu un épisode climatique très fort en 1956, un gel qui a décimé la grande majeure partie des oliviers en France, qui, contrairement à ce qu'imaginaient les gens, n'était pas en Provence, mais était dans l'Aude et une partie de l'Hérault. Toute la partie de Clermont-Lérault qui remonte jusqu'à l'Odève, qui contourne le Salagou, jusqu'aux Pyrénées-Orientales et en remontant dans l'Aude jusqu'à Fabrezan, pour ceux qui connaissent, ça c'était le gros bassin oléicole français. La Provence n'était pas connue pour l'olivier, elle était connue pour, par exemple, la lavande, il y avait des herbes aromatiques, il y a eu d'autres cultures par là-bas, mais en tout cas l'olivier, si vous prenez une vieille carte du début du siècle, il est par ici. Donc on a perdu beaucoup d'oliviers au gel de 56, qui a eu lieu très tardivement, au mois de mai. C'est assez bizarre d'avoir un gel en -20 au mois de mai. J'avais pour habitude à l'époque de citer l'abbé Pierre, je ne le cite plus. C'est là qu'il a fait son grand appel pour essayer de sortir les gens de la rue. On va au moins lui reconnaître ça. Et donc les oliviers ici dans cette région ont été arrachés parce qu'on est 10 ans après la guerre et que 10 ans après la guerre c'est encore très frais, c'est encore très tôt. Et la préoccupation, à l'époque, c'est pas celle d'Alexis Munoz de vouloir faire de l'excellence, c'est celle de vouloir faire manger les familles, parce qu'il faut encore alimenter tout le monde. Et donc, avec le bon sens paysan probablement, même si c'est dommage aujourd'hui, on décide de convertir l'intégralité de notre agriculture à la céréale et à la légumineuse, en connaissant après toutes les dérives intensives que l'on a connues qu'on connaît encore aujourd'hui, et le vignoble, puisqu'à l'époque, tout le monde se prenait son petit litron de vin à la journée, mine de rien, et qu'on arrivait à produire beaucoup de vin, pas bon du tout, mais le vin faisait partie vraiment de l'agriculture française. Donc on avait centré sur le vignoble et la céréale en oubliant l'arboriculture, même les pommiers, les poiriers qu'on avait sur les régions de Moussoulens, sur les coteaux de la Montagne Noire, les prémices, on va dire, les sorties de Carcassonne, qui comprenaient beaucoup d'arbres à l'époque, énormément, mais on les a vus disparaître. Moussoulens aujourd'hui est un vaste champ soit de vignoble, soit de culture, alors que si vous regardez il y a 70 ans, il y avait des pommiers et des poiriers. Donc l'idée de monter la filière Nectar, en tout cas le secteur Nectar, le programme, c'est l'idée de répondre à ce besoin chronique d'huile d'olive, pas qu'en France,
puisque en France, on fait venir de l'huile d'olive de l'extérieur. 97% de l'huile d'olive vient de l'extérieur. On ne va pas citer les marques, mais c'est celles que vous avez en GMS, qui sont évidemment des assemblages, des mélanges et autres, y compris dans les magasins bio, souvent. Donc oui, il y a un vrai déficit en France, mais il y a surtout un vrai problème de pénurie depuis plusieurs années qui commence à s'accentuer, conséquence du dérèglement climatique. On a aujourd'hui des oliviers autour du bassin méditerranéen, notamment en Espagne, qui est le premier producteur mondial, avec 65% de la production mondiale, les oliviers vont bien, en revanche, le dérèglement climatique les met un peu en non-fructification. Ils se préservent, eux, vivent, traversent, mais ne donnent plus autant de fruits qu'avant. Donc on a pour le coup un déficit chronique maintenant de récolte, de production d'olives, qui agit sur les prix, qui agit sur la disponibilité, qui agit sur le prix. Et Nectar, ça répond à cette absence en France et cette pénurie. L'idée de replanter environ 1000 hectares d'oliviers. 1000 hectares, ça donnera à terme 1400 tonnes d'huile d'olive. Ça ne représente que 1% de ce que nous consommons. Mais ça restera quand même 20% demain de la production française. Donc on a voulu recréer ce secteur comme ça, en mettant bien sûr en avant un mode d'agriculture qui nous est cher. Nous sommes des agroforestiers, donc nous faisons de l'agriculture pour le vivant, avec le vivant. En des termes très simples, autour de nos oliviers, vous verrez des haies diversifiées, au milieu et sur les périphériques que l'on plante. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'heure où on se parle, on arrache plus de haies en France qu'on en plante, qui sont des habitats pour les oiseaux, pour pas qu'ils soient prédatés, qui sont un moyen de séquestrer le carbone, qui sont un moyen de drainer les sols avec les racines, de rentrer l'humidité. Après les, nous avons les couverts végétaux, nous avons les mares, et nous avons un ensemble de dispositifs comme par exemple des ruches et des nichoirs pour les oiseaux, nichoirs pour les chiroptères. Et donc on fait une agriculture qui est quand même très bio. D'abord elle est bio, mais le bio n'est pas une finalité puisqu'il y a des gens qui font du bio qui ne font pas d'agroforesterie, c'est-à-dire tout le monde. L'agroforesterie, c'est vraiment l'idée, on est encore un trop petit club en France, mais c'est l'idée, comme le fait notamment Cheval Blanc aujourd'hui en vignoble, de remettre le vivant au centre du débat et d'intervenir le moins possible. Donc c'est une espèce de permaculture en grandeur géante, en gardant quand même les moyens techniques, de la mécanique, un peu des process un peu industriels quand même, parce qu'on est très organisé dans ce sens industriel. On est très organisé, on ne surintervient pas, on n'intervient que quand il faut. Voilà. Donc Nectar, c'est un ça, remettre des oliviers, créer une unité de production au domaine de Baudrigue qui prendra 3 ans de travaux. À l'heure où je vous parle, c'est toujours pas en cours de construction puisque nous respectons la période de nidification des chauves-souris. Et ensuite, nous aurons directement une plateforme de distribution pour aller vendre dans les différents points de vente avec qui nous travaillerons, avec toujours l'idée de faire de l'écologique, de l'économique et du sociétal. C'est-à-dire que nous souhaitons absolument que ce qui est bon et propre chez nous puisse être accessible au plus grand nombre. Donc les investissements que nous faisons sont assez grands pour pouvoir avoir un coût de production le plus bas possible et que le consommateur au portefeuille moyen en France puisse acheter nos huiles d'olive. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, une huile d'olive de qualité, elle est forcément plus chère qu'une huile d'olive avec un peu moins de qualité? Qu'elles soient de qualité ou pas de qualité en France, elles sont de toute façon toutes chères. Pour la simple raison, j'ai failli dire bonne raison, mais ce n'est pas une bonne raison, donc pour la simple raison que tout ce qui est français, on voit bien que depuis quelques années, il y a un sentiment patriotique qui est revenu. Et dès lors que vous vendez un produit avec un drapeau bleu-blanc-rouge, il est privilégié aux yeux du consommateur français. Ce qui est une totale bêtise, puisque vous pouvez acheter un produit dans les Flandres en France, là-haut, à 1000 km, et ne pas avoir la qualité, et acheter un produit derrière la frontière en Catalogne, avec une qualité supérieure et beaucoup plus près. Donc le sujet n'est pas, en tout cas pour moi, n'est pas le sujet des frontières administratives. Ça, c'est une question d'être humain. La nature est un petit peu plus subtile que l'être humain. Donc les huiles d'olive françaises, comme elles sont peu, sont dans un marché de niche. Elles sont vendues avec le subliminal, le Château d'Eu, Marcel Pagnol, Jean Giono, l'histoire de la grand-mère, l'histoire des Baux-de-Provence, l'histoire de, vous voyez, il y a tout le monde, quelqu'un qui a une petite histoire à raconter. On ne parle jamais d'huile d'olive, jamais. Rarement de variété. Et quand vous prenez une huile d'olive moyenne en Espagne, au nord du Portugal, en Toscane, ou à Fès ou à Meknès au Maroc, une huile d'olive moyenne, c'est-à-dire produite par
un bon moulinier, pas plus que ça, elles sont déjà au-dessus des meilleures françaises. Donc elles sont très chères. On vous vend plutôt une vitrine et l'idée, nous, c'est un peu de nous décramponner de ça. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a des consommateurs qui ont envie d'acheter ça, mais c'est fini ce temps où on dépense de l'argent parce que c'est bleu, blanc, rouge, parce que c'est français. Ce qui compte, c'est la localité. Donc si vous êtes à côté d'une frontière, vous avez peut-être plus intérêt à acheter des choses qui sont derrière la frontière plutôt qu'au nord de votre pays. Voilà. Donc elles sont chères, elles sont pas mal, mais pas plus que ça. Et c'est bien pour ça qu'on crée une filière, pour essayer de recréer de la production, des formations aussi, puisqu'il faut recréer les métiers, et rendre accessible au moins aux gens qui sont autour de chez nous. Alors justement, c'est quoi une huile d'olive de qualité? Comment on fait pour bien la choisir? Sur quels critères on s'appuie? Quand on est par exemple en magasin ou autre, comment on fait pour bien choisir son huile d'olive? C'est une vraie bonne question aussi. Une fois qu'on enlève le côté subjectif dont je vous ai parlé là, le pays, la région, ma grand-mère, mon grand-père et compagnie, les véritables critères de choix objectifs d'une huile d'olive sont la variété de l'olive, c'est-à-dire, comme un cépage en vin, une variété aura une typicité. Typicité, ça veut dire le genre, son caractère gustatif et olfactif. Il y a des variétés que vous aimerez et d'autres que vous n'aimerez pas, c'est comme ça. Donc il faut que vous sachiez reconnaître ce qui vous plaît pas. Et pour ça, moi je fais que du monovariétal, d'une seule variété. Donc les appellations d'origine contrôlée, notamment, sont des assemblages d'olives. Appellation d'origine contrôlée ne veut pas dire qualité, veut dire marque d'authentification. Et donc on fait des huiles d'olive parce que, paraît-il, c'est une recette que l'on a depuis papa, grand-papa et arrière-grand-papa, ancestrale. Bon, on se rend compte que les appellations ont été créées dans les années 80 à Nyons, donc elles ne sont pas si anciennes que ça finalement. Mais mélanger des olives, pour moi, c'est perdre la typicité. C'est créer une espèce de produit standard qui fait qu'avec votre voisin, si vous avez la même recette, n'importe qui le comprendra, vous ne ferez plus la différence avec votre voisin. Vous ferez l'huile d'olive d'ici, de la région. Mais entre les acteurs, entre les producteurs, la singularité des méthodes de production de la machine de l'olive n'existe plus. Donc moi, je ne fais que du monovariétal et je privilégie le monovariétal. Je vois bien que les producteurs sont en train d'enchaîner quand même depuis 10 ans sur ce principe-là. Ensuite, il y a la maturité du fruit. Ça, c'est un deuxième critère de choix objectif. La maturité du fruit, sur une même variété d'olive, si vous pressiez une olive quand elle n'est pas mûre, en début de saison, en octobre, quand elle est mûre en novembre ou quand elle est très mûre en décembre, vous aurez 3 huiles d'olive différentes. Vous pouvez aimer la tonicité, la fraîcheur, le côté herbacé chlorophyllien d'une olive verte, qui est amère et piquante, ou vous pouvez ne pas l'aimer et attendre plutôt une maturité ou une surmaturité beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, plus fruitée aussi, moins tendue sur le plan végétal et plus ouverte sur le plan aromatique. Et donc ça dépend vraiment bien de vos goûts ou des plats que vous utilisez. Un fruité vert, ça pourra bien aller par exemple sur un avocat slicé ou sur un fromage de chèvre. Un fruité noir, ça ira plutôt sur une pomme de terre, sur un topinambour, ou là où vous ne mettrez pas un fruité vert parce que c'est contradictoire en légumes de racine avec une huile d'olive verte. Donc la variété de l'olive, c'est objectif, la maturité, c'est objectif. Ensuite, il y a la machine, le moulin. Un moulin à meule, comme c'était avant le cas avec des pierres, ne peut pas être au service de la qualité. Je sais que les gens sont en manque d'authenticité aujourd'hui, mais meule, pierre contre pierre, c'est contact à l'air, contact à la lumière, contact à la chaleur. C'est 3 facteurs d'oxydation de l'olive et de l'huile d'olive. Donc, on faisait des huiles d'olive à l'époque qui étaient certes, qui nous font en rêver aujourd'hui, mais qui n'avaient aucune propriété physico-chimique. Aujourd'hui, faire une huile d'olive, c'est un moulin moderne, c'est un laboratoire, c'est une cuisine dans laquelle vous avez des appareils qui nous permettent de travailler les vitesses de rotation sous inertie, sans air, de ne pas oxyder, donc de conserver le véritable jus de l'olive qu'on a extrait, comme avec votre extracteur de jus à la maison, dans les meilleures conditions. Donc la machine est vraiment très importante et la modernité a été mise au service de la qualité. Et enfin, le 4e paramètre, c'est l'être humain, la femme ou l'homme qui dirige le moulin. Il y a une vraie compréhension de l'huile d'olive. Les gens pensent que le plus gros, ça se passe dans l'arbre. Ce qui est important, c'est l'arbre, mais vous pouvez faire de la très mauvaise huile d'olive avec des bonnes olives. C'est l'histoire du viticulteur et du vigneron. Tout le monde n'est pas un bon vigneron. Des viticulteurs, il y en a beaucoup, mais ça demande quand même une approche sensorielle de comprendre le fruit, de comprendre le liquide qu'on a extrait, de savoir à quel moment on récolte, à quelle vitesse on tourne le moulin, à quelle température on tient, est-ce qu'on vide l'eau ou pas l'eau avant sur l'arbre, est-ce qu'on laisse un peu sécher l'olive. Vous voyez, il y a une vraie expertise du fruit jusqu'au liquide et jusqu'à sa dégustation sensorielle qui est nécessaire. Donc voilà les 4 critères objectifs, la variété, la maturité, le type de moulin moderne
le moulinier, on va appeler ça comme ça, c'est un de mes métiers. Et le dernier facteur qui est aussi important, n'achetez pas des huiles d'olive qui sont dans des bouteilles transparentes. Parce que l'huile d'olive est photosensible à très haute fragilité. Donc vous devez privilégier les contenants opaques. Pendant des années, on voyait des bouteilles en verre dans lesquelles le producteur ou le négociant, puisqu'il n'y a quasiment pas de producteurs en France, mais vous avez beaucoup de négociants par contre, des marques connues, qui mettent à conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, et eux, vous les mettez dans une bouteille en verre, au contact des rayons, des magasins, des néons, et de toute la lumière de la journée. Donc voilà les critères objectifs. Et dans une bouteille, il faut vraiment regarder que la variété soit précisée, que la maturité soit précisée, que le nom du producteur soit précisé. Et ça, c'est très rare en fait sur une bouteille. J'ai peur qu'on ne soit pas beaucoup. J'ai bien peur qu'on ne soit pas beaucoup. Donc là, je me fais un peu de pub en fait. Je me rends compte maintenant. C'est triste. C'est un peu triste. Mais c'est important aussi de le rappeler justement que voilà, c'est un produit de qualité. C'est frustrant. Oui, c'est un vrai jus c'est que vous cueillez un fruit et vous êtes à l'extraction du jus. Donc, comme l'huile d'olive ne s'améliore pas, notre job à nous, c'est de limiter l'oxydation sur toutes les étapes. Donc, si le consommateur ou le distributeur la met à la lumière ou que le consommateur ne sait pas la garder, on a travaillé pour rien. Donc c'est vraiment important de sensibiliser les gens, de leur dire comment choisir une bonne huile d'olive. Donc déconnectez-vous des sujets des régions, des pays. Ça c'est du pipeau, ça c'est un sujet qui est principalement humain, mais qui n'arrange pas la planète. Et la planète, c'est pas... Et la nature ne fonctionne pas comme nous les êtres humains. Par exemple, vous avez des variétés d'olives aujourd'hui sur les Pyrénées espagnoles, ce qu'on a planté ici en bas à Baudrigue. Il y a une olive qui vient de village qui s'appelle Arbeca. Arbeca, c'est à 180 km. 180 km, c'est beaucoup plus près que la Provence. Donc j'ai plutôt intérêt à prendre une variété des Pyrénées, que je sache depuis ici, on voit bien les Pyrénées. Donc je suis dans les Pyrénées, et derrière, c'est encore les Pyrénées. Donc je préfère privilégier une plante rustique de derrière les Pyrénées, plutôt qu'une plante pas rustique du tout et très fragile, des Provences à 400 km. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile pour un consommateur de découdre finalement une éducation qui nous a été mise soit volontairement, soit involontairement, c'est dans le subconscient, mais on voit bien que depuis quelques mois et quelques années, on est en train de repartir à nouveau dans un sentiment très patriotique qui, à terme, à mon avis, par l'alimentation, ne nous amènera à rien de bon, ni pour la planète, ni pour nous, parce que le patriotisme va à un moment donné à autre chose. Il vaut mieux se concentrer sur la qualité du produit. Sur la qualité, sur le côté local. Chaque fois que vous avez un produit bon et local, il faut le privilégier évidemment. Chacun met la localité là où il a envie. Moi, je ne suis pas là pour définir les critères de localité. Chacun est assez grand. S'il est forcé en termes d'agriculture, il ne faut pas le prendre. Ça n'a pas de sens. Je vois des gens faire des avocats ici. Ce n'est pas très sérieux. Je ne pense pas, en termes de consommation d'eau et autres. En revanche, des olives, des amandes, des pistaches, du raisin, s'il est bon, on a plutôt intérêt à le privilégier ici, les maraîchages. Vous voyez, ça oui. Faire de la culture un peu exotique, comme on en retrouve dans les plaines de l'Ariège ou dans l'Aude parfois, là ça ne me vient pas en tête, mais du kiwi ici, ça ne me viendrait pas non plus à l'idée. Même si ça pousse très bien. Voilà, donc le local, privilégier la qualité si elle n'est pas forcée, et aussi si le prix n'est pas déconnant. Parce que surpayer des produits, c'est pas très intéressant. Alors on va maintenant parler des propriétés, des bienfaits en tout cas de l'huile d'olive pour la santé. Alors depuis les années 50, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que le régime méditerranéen, c'était l'un des meilleurs pour préserver notre santé, notamment au niveau cardiovasculaire. Concrètement, ça veut dire consommer chaque jour beaucoup de légumes et de fruits, de noix, de poissons gras, d'aromates, de vin rouge de façon modérée et également de l'huile d'olive. Alors quels sont les bienfaits d'une huile d'olive de qualité pour notre santé ? Je suis embêté souvent avec cette question parce que je me rappelle encore de la publicité manger 5 fruits et légumes par jour. Je suis très embêté parce que je viens d'un monde très modeste dans lequel j'ai vu mes parents parfois, c'est plus le cas maintenant parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont une petite retraite qui va bien, mais on était quand même assez mesurés dans tout ce que l'on consommait. Et le sujet de l'argent définit quand même le mode alimentaire. Les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas se permettre de s'acheter de l'huile d'olive ou tous les fruits et les légumes qu'ils ont envie. Ensuite, il y a un deuxième point qui me pose problème, c'est que derrière les fruits et légumes, il faut quand même mettre une notion de qualité et une notion d'écologie. Il faut quand même savoir, contrairement là aussi à ce qu'on pense, que la France a été le pays qui a utilisé le plus de pesticides et d'herbicides en Europe en 2023. C'est les derniers chiffres qu'on a. Ce n'est pas nos voisins espagnols, ce n'est pas nos voisins italiens, ce sont les Français. Donc ça veut dire que très peu de légumes et de fruits sont bio, quand même en majorité. La grande majorité, je crois que c'est moins de 6% les cultures bio que nous avons en France. Donc ça veut dire qu'on a plus de 90% de cultures en conventionnel plus ou moins traitées. Elles sont quand même plutôt plus traitées que pas beaucoup. Donc consommer un régime méditerranéen, établir un régime méditerranéen,
suscite quand même, oblige quand même de regarder ce sujet et je ne veux pas me cacher que derrière le bio, parce que derrière le bio, il y a encore un deuxième sujet, que dans un magasin bio, vous avez 30% de producteurs et 70% de marques. Donc, je ne veux pas non plus rentrer dans le sujet du bio, je veux rentrer dans le sujet de l'écologie et de la propreté du produit pour notre corps, pour notre organisme, ce qui vous touche à vous, qui êtes un naturopathe. Donc l'idée, c'est, certes, manger des légumes et des fruits suffisamment dans la journée. L'huile d'olive fait éminemment partie du régime méditerranéen, au même titre que tous les autres oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9, oméga 7 très compliqué à avoir, qu'on retrouve très peu dans les noix de macadamia, je crois, et peut-être l'arbousier, peut-être le fruit d'arbouze, quelque chose comme ça, mais les 3, les 6 et les 9, qui sont des antioxydants complexes, on va les retrouver dans différents contenants. Donc, même si je suis producteur d'huile d'olive, je suis plutôt du style à vouloir équilibrer les choses. L'huile d'olive est un produit, s'il est bien fabriqué, qui vous apportera en termes d'antioxydants, en charge phénolique, des gras insaturés, si il est bien fabriqué, j'insiste. C'est pas celle que vous avez au supermarché, c'est pas tout le temps non plus celle qu'on a dans le magasin bio. Vous allez en effet doper votre corps d'antioxydants. Il ne faut pas la mettre que sur la salade. L'huile d'olive n'est pas un condiment, c'est un ingrédient. Moi, le matin, je déjeune avec du pain, de l'huile d'olive et du miel. Ou avec, même parfois, là, oui, ce matin, j'avais pas de miel, j'ai fait un petit peu comment on appelle ça, une compotée de myrtille que j'ai mis avec mon pain et mon huile d'olive. Donc, il faut quand même l'utiliser. Quand bien prendre en compte quand même que l'huile d'olive est un corps gras et que c'est fait à 99% de lipides, ce qui quand même veut dire qu'il ne faut pas non plus boire à la bouteille l'huile d'olive. Ça demande un peu d'équilibre dans la vie, ce que manquent un peu les gens parfois. Et donc, fruits, légumes, huile d'olive, je dirais qu'il faut avoir 2-3 corps gras à côté. Moi, j'aime bien avoir un peu d'huile de noix, j'aime ça. J'aime bien avoir ma petite huile de chanvre, qui va m'apporter d'autres omégas, d'autres complexités. Je l'utilise avec parcimonie, j'en mets pas beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus l'huile d'olive ou autre, et ils mettent du pépin de raisin qui est plus neutre. Bon, qui est un peu cher. Mais le régime méditerranéen, c'est certes une alimentation. J'insiste sur le fait que, par exemple, les gens qui vivent très longtemps, comme en Tunisie ou au Maroc, ils n'utilisent pas les pesticides et les herbicides que nous avons. C'est très déterminant sur nos maladies aujourd'hui et sur notre longévité. Ça, c'est important. Je trouve qu'on commence à avoir aujourd'hui des remontées. Vous voyez, les PFAS, les polluants éternels. On sait que ça vient des nitrates, des pesticides et des herbicides que nous avons utilisés. On va commencer à créer dans les années à venir des liens, des ponts entre notre alimentation et les maladies que l'on constate depuis pas mal d'années. Parkinson, on se rend compte aussi. Bon, donc attention avec l'histoire de généraliser le régime méditerranéen, mais en revanche, diminuons drastiquement la viande, ça c'est clair. Diminuons drastiquement le poisson. Je dirais qu'une fois par semaine, ça suffit, la viande et le poisson. Vous n'allez pas mourir. Mon épouse est végane et elle vit très bien, elle fait du sport tous les jours et elle se porte en pleine santé. Donc je pense qu'il faut être capable de mesurer, d'équilibrer, d'acheter du propre. Si vous pouvez acheter chez votre voisin à côté et que vous savez ce qu'il met en terre, c'est bien. Je pense au maraîchage. L'huile d'olive, privilégiez une bonne huile d'olive. Et si vous n'avez pas trop d'argent, consommez-la de façon plus spartiate, plus tranquille, plus modérée, plutôt que d'acheter de la mauvaise huile d'olive raffinée, mélangée, que vous allez mettre à tout va et qui ne vous apportera rien. Donc je pense qu'il faut baisser surtout les quantités d'alimentation, varier, manger moins de viande, manger moins de poisson, et je pense aussi que c'est un état d'esprit. Oui, c'est un mode de vie aussi. Parce que je crois aussi que les gens sont stressés, sont énervés, mangent sur le bout du pouce en 3 minutes et que ça doit avoir un impact. Je vois bien qu'on est tenté de vouloir comparer la longévité des pays méditerranéens avec les autres pays. Oui, mais il y a quand même un sujet autre, il y a la lumière, il y a le stress, il y a pas mal de points comme ça. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits ? Alors moi je suis aujourd'hui, en attendant d'avoir les olives de Baudrigue, vous pouvez retrouver les huiles d'olive que je produis en Espagne. J'ai 3 moulins à La Rioja, au pied des Pyrénées, à Tolède et à Cordoue. On les retrouve dans les magasins bio, donc je ne vais pas faire la publicité de tel ou tel magasin bio, mais vous les avez, on les aime tous, donc on se débrouille pour leur donner à tous une zone d'achalandise assez large, et normalement ils ne se font pas concurrence. Les chefs ont l'habitude de travailler avec nous, donc vous nous verrez parfois sur des tables, même si on est plus souvent en cuisine avec eux. Je pense à Franck Putela ici, notamment chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France, qui travaille avec nous depuis 7-8 ans. Mais vous pouvez les retrouver dans les magasins bio ou sur notre site en ligne, alexismunoz.com. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup.
C'était Akibapla, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.